Bonjour à tous, Benoît Estelle de la société Quercia. Tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas pouvoir être présent physiquement à cette présentation. Malheureusement, le contexte sanitaire m'oblige à le faire en distanciel. Dans le cadre des consommations d'eau, il nous semblait important de pouvoir parler du nettoyage et des techniques de nettoyage, puisque c'est une part importante dans la consommation d'eau globale des usines. Carcia souhaitait donc intervenir en tant que fabricant de produits et préconisateur de méthodes de nettoyage visant à donc réduire ces fameuses consommations d'eau. Dans un premier temps, l'idée était de pouvoir parler des maîtrises des consommations d'eau en identifiant et en analysant les matériels utilisés, notamment pour le nettoyage. On souhaitait sur ce slide pouvoir représenter les différentes étapes qu'on va observer lors du nettoyage, notamment sous cette forme pyramidale, notamment avec les socles, le socle qu'il est important de respecter pour aboutir à un bon résultat de nettoyage et une bonne conformité bactériologique. On peut voir que sur ces socles, ce socle-là, en tout cas des trois premiers niveaux, l'importance du prélavage et notamment des outils utilisés pour réaliser le prélavage est présent, et notamment ces outils qui génèrent une consommation d'eau importante et qu'il est important de maîtriser. Au niveau du nettoyage, la notion de surpression va être très importante. C'est une notion qu'il va falloir maîtriser et bien maîtriser, car l'eau surpressée va vraiment être l'outil pour l'opérateur qui va lui permettre d'être efficace au niveau de son nettoyage. Et notamment, c'est cette eau surpressée qui va permettre d'avoir une action mécanique pour faciliter le décollement des souillures qui vont être traitées. Pour schématiser au niveau de l'eau, donc on part de l'usine, on a une arrivée basse pression au niveau de l'usine, entre 3 et 6 bars, ça peut être de l'eau de réseau ou de l'eau de forage. Ensuite, au niveau du nettoyage, on va dédier donc un réseau spécifique pour surpresser cette eau via des pompes, pour amener l'eau à une pression, pour de la moyenne pression proche de 20 à 40 bars. Haute pression, on va plutôt parler d'une eau supérieure à 40 bars. On retrouve de moins en moins sur les sites aujourd'hui. Il peut également y avoir des systèmes mobiles qui vont permettre au moment du nettoyage d'intégrer donc des pompes qui vont surpresser l'eau, encore une fois en moyenne pression ou en haute pression. Ce dimensionnement de réseau est très important car trop souvent on retrouve dans les usines des réseaux qui sont sous-dimensionnés par rapport au nombre d'opérateurs, ce qui malheureusement aboutit à des dérives derrière, puisque l'opérateur va aller rechercher un résultat et va aller tenter en tout cas de faire évoluer le réseau, et malheureusement souvent ça a plus tendance à être catastrophique qu'à améliorer les choses. Si on doit retenir une notion qui est importante, c'est aujourd'hui cette notion des 2 mètres cubes par heure et par opérateur, donc environ 30 litres minute. C'est vraiment cette notion qui doit être prise en compte pour pouvoir gérer le dimensionnement de son installation. C'est très important. Dans la continuité de la surpression, il nous paraissait important de pouvoir aborder la notion des buses utilisées pour le lavage, en l'occurrence. Il faut savoir qu'il existe différents types de buses et qu'il est important de pouvoir, lors des audits de nettoyage ou des observations, pouvoir identifier si les buses utilisées sont bien les bonnes buses adaptées. Donc déjà, d'une part, que les buses sont bien des buses conformes, qu'elles n'ont pas été trafiquées, et également après adapter les buses en fonction de ce qui sera à nettoyer. C'est-à-dire que voilà, on a des buses qui sont faits pour 80% du nettoyage, c'est le cas de la buse classique en 15-30 par exemple, et puis on va avoir des buses un peu plus spécifiques qui vont permettre d'aller dans le détail, ou avoir des buses qui vont permettre de pousser davantage les soudures,
lors du dégrossi. Voilà, c'est important d'avoir ces notions de buse et d'adapter la buse en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Ça, c'est très important. La buse a un impact important puisque malheureusement la dérive peut être rapide et c'est le début de l'engrenage. Donc on retrouve des bus souvent qui sont trafiqués parce que les installations sont souvent sous-dimensionnées. Donc du coup les opérateurs essaient de gagner de l'efficacité de nettoyage puisqu'ils n'ont plus la pression en rajoutant du débit, sauf que du coup on casse complètement la pression de l'usine. Donc on a beaucoup d'eau, par contre on n'a plus de force d'impact, ce qui fait qu'on n'arrive plus à décoller les souillures et qu'on est obligé du coup d'avoir des forts débits pour pouvoir tenter d'avoir un nettoyage efficace, mais très consommateur en eau. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait détecter ces différentes buses maison ou défauts en tout cas d'installation qui créent de forts débits d'eau. Donc il est assez facile de pouvoir le détecter avec un système de manchette débit-pression. Donc on va pouvoir sur chaque poste de nettoyage intégrer ce type de manchette qui nous permet à la fois de voir si on est sur un débit correct, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, environ 30 litres minutes, ce qui paraît être le débit cohérent en tout cas pour un bon nettoyage, et également vérifier si en rapport avec ces débits-là, on a bien notre pression réseau. Donc assez vite, on peut voir en fonction des différents postes les dérives, les potentielles buses qui ont été entre guillemets trafiquées ou des défauts autres, en tout cas qui pourraient nous mettre en alerte et en tout cas nous arrêter sur les zones qui sont concernées. Donc voilà, l'idée là, c'est plutôt sous la forme d'un matériel relativement simple, de pouvoir aller identifier les zones fortement consommatrices et se faire un focus sur ces zones-là. Ensuite, nous allons parler des différentes pistes d'optimisation des consommations d'eau, plus dans le cadre des méthodes de nettoyage et de la chimie qui peut être utilisée. Pour revenir à notre pyramide, nous allons maintenant plutôt aller sur la partie haute de la pyramide, sur la partie méthode et chimie qui est associée, en tentant d'aller chercher les pistes d'optimisation d'eau sur ces deux volets également. L'optimisation du prélavage. Le prélavage est une étape très importante dans le nettoyage global, car c'est 60 à 70% du temps. C'est une étape qui est très consommatrice en temps, mais également en eau. L'objectif est donc de pouvoir apporter des solutions pour réduire au maximum cette phase et ce temps-là. Nous travaillons également sur la détergence et le rinçage, et la désinfection et le rinçage. Pour revenir sur cette phase d'optimisation de prélavage, aujourd'hui, voici les principales problématiques qu'on va retrouver au moment du prélavage. Donc, ce sont la présence de souillures complexes, donc soit présence organo-minérale, ça peut être des dépôts, des graisses tenaces. Notamment, on peut prendre pour exemple les zones d'éviscération qui souvent sont sur des zones où on a des souillures très difficiles à éliminer. On peut également retrouver des zones où on a une conception hygiénique des matériels qui n'est pas bonne et qui génère donc du coup un temps de nettoyage et une difficulté qui est importante. Et en dernier point, des observations qu'on peut souvent faire, donc c'est un manque de température lors des opérations de prélavage, avec une eau qui est souvent sur une température trop basse, sachant que la température idéale, notamment pour les points de fusion des graisses, se situe plutôt aux alentours des 50 degrés. Donc l'ensemble de ces éléments fait que ces zones restent difficiles à nettoyer. Les solutions qu'on peut vous apporter par rapport à ça, c'est l'intégration donc d'un produit au moment du prélavage. Donc le dégrossi est bien évidemment toujours à faire avec l'élimination des macro-souillures. Ensuite, l'idée est de pouvoir apporter un produit d'aide au prélavage, donc produit fortement tensioactivé qui va permettre du coup de faciliter le décollement des souillures les plus tenaces et donc de gagner du temps au moment du prélavage puisque du coup les souillures seront beaucoup plus faciles à éliminer et à décrocher de leur support.
Donc les produits peuvent se passer soit sous forme de mousse, soit sous forme de pulvérisation. Pas de contrainte de température, mais c'est plus efficace avec un passage avec un produit additif avec de l'eau chaude. Concentration donc entre 0,5 et 2% en fonction du type de souillure et de la difficulté de la souillure à éliminer. Voilà, un temps de contact d'environ 20 minutes. L'idée, c'est de pouvoir générer l'application du produit et de pouvoir lancer le prélavage juste après dans les zones qui ont été traitées en premier. Donc ensuite, une fois qu'on a réalisé ce prélavage, cette étape de prélavage, on applique notre prélavage classique, notre détergence alcaline, rinçage et désinfection. L'objectif, encore une fois, étant vraiment de pouvoir décoller plus facilement la souillure de son support. Donc cette méthode peut être appliquée soit spécifiquement sur des zones très difficiles à nettoyer, je pense notamment aux zones d'éviscération, ou peut être également appliquée à l'ensemble du site. L'optimisation du lavage et du rinçage final, les objectifs sont toujours les mêmes, économie d'eau, gain de temps, gain d'efficacité. Là, on a deux solutions à préconiser. Une solution plus de type matériel d'application avec l'arm cleaner qui était une solution pour automatiser le nettoyage des convoyeurs. Et une solution plus liée à la chimie qui là pour le coup sera l'intégration d'un biocide, donc désinfectant pour les surfaces homologuées sans rinçage. Concernant le matériel évoqué précédemment, donc l'automatisation du prélavage des convoyeurs, l'idée de pouvoir proposer une solution fixe ou mobile pour automatiser le nettoyage des lignes de convoyage, avec la clé un gain de temps sur le prélavage, qui sera vraiment lié à la typologie de la ligne. Et l'objectif surtout est de gagner en qualité et en consommation d'eau. Donc l'objectif de l'arm cleaner est de remplacer le geste que peut faire l'opérateur lorsqu'il nettoie le convoyeur, donc avec un système de va-et-vient de gauche à droite. Le matériel est adaptable en largeur sur des bandes de convoyage de 30 à 120 cm, une pression de fonctionnement de 10 à 100 bars. Globalement, l'objectif est de réduire la consommation d'eau, de pouvoir gagner du temps, puisque ce matériel-là va pouvoir nettoyer en temps masqué, et l'opérateur pourra faire autre chose pendant que le matériel fonctionnera, et également donc de gagner sur la partie réduction des TMS. Concernant l'automatisation du prélavage des convoyeurs, quel gain on peut attendre sur l'intégration d'un matériel type arm cleaner? Si on reprend l'exemple d'un système actuel qu'on a pu identifier sur un site avec une rampe de lavage de 5 buses, un débit de 30 litres minute par buse, une durée de fonctionnement de 10 minutes, ce qui nous fait un total d'une consommation de 1,5 m3 par jour sur le tapis en question. Si l'on compare avec l'arm cleaner, donc on n'a qu'une seule buse, toujours un débit de 30 litres minute sur cette buse, une durée de fonctionnement de 5 minutes, donc on a divisé le temps par 2 pour un résultat équivalent, voire meilleur. Donc une consommation totale de 0,15 m3 par jour sur le tapis en question, ce qui nous fait un gain de 90% sur la consommation. De 324 m3 par an d'économie grâce à l'intégration de ce système. Concernant la phase de désinfection finale et notamment la phase de rinçage final qu'on doit mener après la désinfection, aujourd'hui nous sommes en capacité de vous proposer une innovation avec le Sopure Clean NR qui est un biocide qui ne nécessite pas de rinçage final après son application. Donc une réelle opportunité en tout cas pour travailler sur les consommations et réduire les consommations d'eau. C'est également un produit qui va être une alternative aux produits à base de glutaraldéhyde et d'ammonium quaternaire. C'est un produit, donc, comme on l'a évoqué, qui est homologué sans rinçage dans le cadre de la biocide
et également un produit compatible avec l'ensemble des matériaux rencontrés dans l'industrie alimentaire. Donc pour revenir sur l'aspect réglementaire du SuperClean NR, aujourd'hui c'est un produit qui a été validé donc, dans le cadre de la biocide, avec une formule qui a été déposée, un retour et une autorisation de l'autorisation de mise sur le marché qui a été délivrée en mai 2020 sur les substances actives qui le concernent, donc l'acide octanoïque et décanoïque. C'est un produit qui a également été validé dans le cadre du TP4, donc tout ce qui est désinfectant lié à l'alimentaire ou au contact alimentaire. Et c'était également donc un produit, dans la mesure où on a eu le retour des autorités, qui a une formule pérenne jusqu'en 2030. Sur l'aspect qualitatif de ce produit, on voulait juste vous faire partager une expérience terrain où on a pu voir sur une zone où on avait une conformité bactériologique qui n'était pas forcément au rendez-vous, l'évolution qu'a pu apporter ce produit-là avec une conformité des tests suite à son application qui était plutôt très intéressante et qui nous a permis d'atteindre les objectifs du site. Concernant l'aspect économique lié à l'utilisation du SuperClean NR et notamment à l'élimination de la phase de rinçage final, nous avons pris l'exemple d'une équipe de nettoyage d'une vingtaine d'opérateurs qui passe un temps de 20 minutes par jour sur cette phase de rinçage final, un temps de 400 minutes par jour, soit environ 7 heures par jour. Si on rapporte ça à l'économie qui peut être faite grâce à l'élimination de cette phase-là, donc nous sommes sur un débit de 30 litres minutes par opérateur, ce qui fait un volume journalier de 12 mètres cubes par jour, soit 3000 mètres cubes par an. Sachant que le coût d'achat-retraitement d'un mètre cube d'eau est d'environ 4 euros du mètre cube, ce qui est plutôt la fourchette basse, nous pouvons estimer un gain sur cette application-là d'environ 12 000 euros par an. Merci de votre attention, la présentation est terminée. Nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez. Oui, donc Jérémy Elbert, donc le groupe BIA. Alors c'est pas des questions que c'est plus des remarques par rapport à un vécu, par rapport à l'arme cleaner. Alors c'était une présentation très commerciale quand même. L'arme cleaner, je vois quand même deux inconvénients pour l'avoir testé. Le premier, c'est qu'on donne 5 minutes, mais je pense que ça dépend aussi de la dimension du tapis. Et ça, c'est un des premiers inconvénients parce que l'arme cleaner seul, sans maîtrise du temps de lavage, ben, ça ne sert à rien. On va plus consommer au final. Moi, j'ai vu des armes cleaners qui fonctionnaient. 2 heures après, je repasse. L'opérateur n'a pas fermé la panne. L'arme cleaner fonctionnait toujours. Donc là, déjà, l'économie, elle est nulle. Deuxième inconvénient, c'est que l'arme cleaner, effectivement, il remplace un bonhomme. Mais le bonhomme, il travaille à côté. Ce qui fait que vous utilisez 2 lances au lieu d'une au final. Donc, ce qui fait, et c'est ce qui était précisé dans la présentation juste avant, c'est que vous effondrez votre pression. Donc vous n'avez aucun gain. Donc l'arme cleaner, je me méfie, seul utilisé. Dernier point que j'ai noté, c'est le coût du traitement qui était annoncé à 4 euros. Le coût du traitement ne dépend pas forcément du volume d'eau envoyé à la station d'opération, mais plutôt par rapport au type d'effluent qu'on envoie et à la charge. Voilà. Si j'envoie que de l'eau potable à la station d'opération, elle va me coûter très cher. Alors, Benoît Estelle, donc, qui est avec nous, peut répondre. Et si vous pouvez mettre votre caméra, ça serait pas mal. Déjà, bonjour à tous. Je suis désolé déjà pour la présentation parce qu'elle était un petit peu hachée. Votre caméra. Ah, excusez-moi. Pas mieux. Bonjour à tous. Donc, excusez-moi, du coup, la présentation était un peu hachée dans un premier temps. Oui, alors concernant l'arme cleaner, alors c'était sur un essai qui était en comparaison avec une situation actuelle sur une rampe. Donc, on avait pris effectivement une situation qui est très comparable. Et c'était l'idée de dire que de simple principe de passer
d'un débit de 5 buses à un débit d'une buse, déjà, ça permettait de réduire par 5 le volume d'eau passée. Alors, je vous rejoins sur le fait que si à un moment donné, il n'y a pas de maîtrise de l'utilisation et qu'on laisse fonctionner l'appareil pendant un temps important, oui, effectivement, l'économie n'est pas forcément au rendez-vous. Mais bon, ça, en tout cas, c'était pour pouvoir comparer et dire qu'il peut y avoir des solutions par rapport à ce qui peut être existant dans certaines entreprises, et notamment les rampes avec de nombreuses bus qu'on peut retrouver sur beaucoup de convoyeurs. La solution est effectivement adaptée aussi à chaque convoyeur. Ça ne marchera pas forcément sur tous les convoyeurs. Voilà, on a été obligé aussi d'adapter le matériel pour qu'il puisse être en frontal ou en latéral, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir le mettre en frontal. Donc voilà, c'est un matériel qui est toujours en évolution, qui ne sera pas forcément adapté à toutes les situations. Mais en tout cas, voilà, des tests qu'on a pu faire sur les nombreux tests qu'on a fait et les retours des clients, effectivement, sont plutôt positifs. Alors après, on n'aura pas forcément 100% de satisfaction, mais en tout cas, c'est l'idée de pouvoir faire les tests au préalable pour pouvoir identifier si le matériel est bien adapté au site, à la situation, et ne pas investir dans un matériel qui va rester au fond d'un local de nettoyage. Très bien, merci. Alors, il y a une question sur le chat, qui concerne le produit sans rinçage. Quel doit être le temps de contact avant la pose de la matière première pour une homologation sans rinçage? Alors, pas le temps de contact, c'est-à-dire que, oui, le temps de contact pour désinfecter, mais surtout le temps de pouvoir mettre la matière première après avoir passé le rinçage, le non-rinçage avec ce produit. Alors, du coup, dans le cadre d'utilisation du produit, il y a des tests qui ont été menés. Donc déjà, le temps de contact, c'est 20 minutes pour pouvoir avoir l'efficacité au niveau des micro-organismes. Ensuite, il y a des tests qui ont été faits en réel sur des matières premières qui ont été mis en contact du matériel qui a été traité, notamment des convoyeurs, par exemple, ou des tables de découpe ou autres, sur différentes typologies de produits. Voilà, aujourd'hui, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas d'impact sur la qualité organoleptique du produit, d'un point de vue couleur du produit, d'un point de vue olfactif, d'un point de vue gustatif. Donc voilà, donc du coup, il a pu être validé qu'après 20 minutes de temps de contact du produit sur la surface, les matières premières pouvaient être réintégrées sur les lignes. Très bien. Voilà. Réponse claire. Bon, je ne vois plus de questions. Si, question, deux questions là. Alors, Christophe Lapazin. Je pense qu'Étienne va répondre, puisqu'on a eu deux présentations avec deux écoles. Une sans basse pression, sans haute pression et sans grande phase de pré-nettoyage, et puis une autre avec l'inverse. Alors, c'est quoi la variable d'ajustement? C'est le personnel? Qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'une ou l'autre? Je rejoins la présentation précédente pour le coup, où effectivement l'idée c'est d'aller de plus en plus sur l'optimisation de la pression, c'est clair, et d'aller vers des pressions qui sont les plus basses possibles, parce que ça évite effectivement de projeter effectivement les souillures. Après, aujourd'hui, moi, le constat que j'ai fait, c'est sur ce qu'on observe actuellement dans les entreprises dans lesquelles on intervient, où il y a encore des pressions qui sont souvent sur des minimums de 20 bars, et où on retrouve encore des pressions à 40 bars ou plus sur des appareils mobiles. Après, c'est plus un constat par rapport à ce qui est existant aujourd'hui. Mais je rejoins l'intervention précédente où l'idée, c'est de travailler au maximum sur la pression pour pouvoir la réduire. Après, il faut qu'on reste quand même efficace par rapport aux souillures qu'on va traiter. Alors, justement, moi, j'avais vraiment une interrogation sur l'intérêt d'une mettre 100 bars sur un cligner. Et à quelle distance on projette la souillure lorsqu'on qu'on balance 100 bars comme ça sur un tapis? Vous avez une idée? Alors, quand on est sur du 100 bars, on est sur des souillures un peu extrêmes, notamment sur des tapis de cuisson, par exemple, où là, on a vraiment des souillures très difficiles à décoller. Et même en intégrant de la chimie, voilà, on est obligé d'être quand même sur des... Si on veut un résultat, on est obligé d'être sur des pressions. En tout cas, l'idée, c'était de dire que l'appareil peut fonctionner jusqu'à 100 bars. Ce n'est pas forcément l'objectif d'utiliser à 100 bars, mais d'utiliser sur des pressions qui sont... Déjà, on retrouve assez rarement 100 bars sur les sites maintenant. Donc, l'objectif, c'est plutôt de faire un travail sur les buses
notamment sur de la buse rotative, par exemple, pour avoir un résultat qui soit aussi performant. J'avais une autre question sur Soccerteam. Quel est le coût au litre par rapport, ou quelle est la différence de prix par rapport à une base alcoolique et quelle est la différence de spectre d'activité par rapport à une base alcoolique? Aujourd'hui, le seul désinfectant sans rinçage est différent. Alors aujourd'hui, sur la partie tarifaire, effectivement, on est sur des molécules aujourd'hui qui ne sont pas ou peu présentes sur le marché, puisque c'est le seul biocide aujourd'hui qui est en capacité de proposer ce type de molécules-là. Donc effectivement, on a des prix, enfin des coûts matières qui sont un peu plus élevés que les coûts classiques. Donc voilà, on va être sur des prix un peu plus élevés. Pour être très franc avec vous, voilà, le produit n'est pas encore lancé, il sera plutôt en phase de lancement sur la deuxième partie de l'année. Donc voilà, l'idée, nous, on viendra vers les industriels, effectivement, pour échanger sur cette notion de coût avec eux. Mais il est fort probable qu'effectivement, on soit sur des coûts un peu supérieurs à ce qu'on a classiquement aujourd'hui avec les biocides utilisés. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Et pour répondre à la seconde question, sur le spectre d'action, aujourd'hui, on a un bactéricidie, fongicidie. Et on est en train de faire des tests complémentaires pour l'évaluer peut-être sur d'autres types de souches ou de micro-organismes, en tout cas, qu'on peut retrouver. Mais voilà, on est sur pour le moment, en tout cas, on est sur un spectre bactéricide, fongicide validé dans le cadre de la biocide. Pour une utilisation à 2% maximum sur la fongicidie, en l'occurrence. Merci, Monsieur Estelle. Merci bien.